Voilà, et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est un poste important, un rôle clé, le bâtonnier de Paris. Les quelques 30 000 avocats parisiens sont appelés à élire leur futur bâtonnier. 2 finalistes sont en lice et leur confrontation a lieu ce soir sur Public Sénat. Nous allons parler de questions importantes qui nous concernent tous, des questions de justice, du rapport avec le citoyen, de la justice de demain, l'avenir. Et je vous présente pour cela les 2 candidats finalistes. Alors il va y avoir un autre 2 tours. Le second tour, c'est jeudi 1er décembre. Et tout à l'heure a déjà eu lieu le premier tour qui vous a désigné en tête, je crois, une courte avance. C'est cela, Olivier Cousy, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Et je vais rappeler que vous faites équipe avec Nathalie Roré, parce qu'il y a des binômes. Face à vous, c'est l'autre finaliste. Bonsoir Marie-Aimée Perron et bienvenue à vous. Merci. Et votre binôme, c'est Basile Adair. Alors d'abord, peut-être pour rappeler aux téléspectateurs quel est le rôle et la responsabilité de ce bâtonnier de Paris. On va voir qu'il est à la fois le porte-parole et le patron des avocats parisiens. Il est aussi l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Son portrait par Samia Dechir. Il reste 2 jours avant de connaître le nom du successeur de Frédéric Sicard, l'actuel bâtonnier de Paris. Jeudi, les 25 000 avocats du tribunal de grande instance parisien seront appelés aux urnes pour un 2e tour de scrutin qui désignera leur nouveau porte-parole. Depuis le 19e siècle, plus de 100 bâtonniers de Paris se sont succédés, mais parmi eux, seulement 2 femmes, Dominique de la Garandrie en 1998, puis Christiane Ferralschul en 2010. Élu pour 2 ans au scrutin majoritaire, le bâtonnier de Paris joue un rôle central auprès de la profession qu'il représente. C'est lui qui veille au respect de la déontologie professionnelle. Il est aussi le premier interlocuteur des avocats auprès des pouvoirs publics. Une position de poids à un moment où la profession s'interroge sur son avenir. Le futur bâtonnier de Paris prendra ses fonctions le 1er janvier 2017. Celle qui est... Voilà, et justement, on va parler du rôle, de la responsabilité du bâtonnier de Paris avec vous deux finalistes donc à ce poste. D'abord peut-être les questions d'actualité. On va commencer par vous, Olivier Cousy. Il y a ce procès, ce verdict qui a suscité, et c'est bien normal, énormément d'émotions. Celui qui a été rendu le 25 novembre dernier dans le procès de la mort de la petite Fiona. La mère de la fillette et son ancien compagnon, je le rappelle, ont été respectivement condamnés à 5 ans de prison pour la mère et 20 ans de prison pour le compagnon. Alors, le parquet va faire appel. Ce qui a choqué l'opinion publique, c'est le verdict pour la mère. Il y a évidemment l'émotion et puis il y a la justice. Mais vous, quel est votre regard sur cette terrible affaire, sur la justice dans cette terrible affaire? Lorsque la justice se prononce, il faut comprendre le procès dans son détail. Il est très difficile de commenter une affaire qui a eu lieu. Et la vitesse à laquelle se propagent aujourd'hui les commentaires avec les réseaux sociaux est un peu dangereuse. Il y a un dossier, il y a une décision. Cette décision, il y aura peut-être un appel. Il me paraît très difficile de dire en direct ou de critiquer cette décision de justice. Quant aux réactions, elles sont évidemment normales et humaines. La justice est humaine. La justice correspond à des comportements. Quand ces comportements sont considérés comme odieux, il est normal que la réaction soit vive. On a rappelé que le parquet va faire appel. C'est un verdict qui a été donné contre l'avis de l'avocat général. Même question, quel est votre regard général, évidemment, Marie-Aimée Perron? Oui, tout à fait. En premier lieu, il s'agit clairement d'un drame humain et on ne peut pas rester insensible à ce drame. Il n'en demeure pas moins qu'il n'appartient pas, l'affaire, comme vous l'avez dit, fait l'objet d'un appel. Il n'appartient pas ni à un avocat, ni a fortiori un candidat au bâtonnat de commenter une affaire en cours. Ce serait déplacé. Nous ne pouvons que le reprocher à certains avocats de le faire, donc a fortiori de ne pas le faire. Mais évidemment, on comprend tous l'émotion suscitée par cette affaire dont on va suivre l'évolution puisque le parquet a fait appel. L'autre actualité, c'est la convocation chez un juge antiterroriste de Salah Abdeslam, mis en examen pour assassinat terroriste. Et il est toujours muré, Olivier Cousy, dans le silence. On va se diriger vers un procès et on se pose malheureusement cette question terrible pour les familles de victimes. À quoi va servir ce procès? Le procès va servir à juger un homme et les faits qui lui sont reprochés. Cette personne est là encore
impliqué dans une affaire terrible, une affaire qui est dramatique, qui terrorise beaucoup de gens, qui fait peur. Mais la défense de cette personne, c'est le devoir de notre société. Notre État de droit s'enorgueillit de défendre toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Mais on a l'impression, quelque part, Marie-Aimée Peyron, que l'institution judiciaire, j'allais dire, est presque démunie. Quand il a décidé de se murer dans le silence, d'ailleurs ses avocats, son avocat belge et l'avocat français, ont décidé de laisser tomber. Tout à fait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le droit au silence est un droit fondamental. On ne peut contraindre un accusé de s'auto-incriminer. C'est un principe de base. Il n'est pas possible. Alors, cela pose une vraie question, qui est la question de la vérité et de la vérité judiciaire. C'est-à-dire que, allons-nous enfin avoir accès à la vérité si Salah Abdeslam continue à se murer dans son silence? Effectivement, il y aura une vérité judiciaire. Puisqu'on parle de ce terrorisme et donc de la lutte contre le terrorisme, il y a tout un débat aujourd'hui, Olivier Cousy, sur la nécessité de maintenir l'état d'urgence avec aussi l'adaptation de l'arsenal judiciaire. Quel est votre regard par rapport à une menace très importante qui nous est opposée? Mon regard sur la manière dont l'état d'urgence est présenté et la manière dont il est traité est critique. C'est-à-dire? L'état d'urgence est un état d'exception. Qui dure. Qui aujourd'hui dure, n'est plus exceptionnel. Au nom de cet état d'urgence, on préconise notamment la mise en place de procédures qui seraient des procédures accélérées, avec des juges spécialisés. Le président du tribunal de grande instance vient récemment de faire une annonce pour dire qu'il y aurait des procédures spécifiques dans le cadre d'appel à la violence ou de consultation d'appel à la violence. Ces procédures spécifiques ne sont pas la norme et ces procédures spécifiques ne sont pas nécessaires lorsque la justice fonctionne correctement. Nous avons dans notre justice trop de procédures de comparution immédiate, trop de procédures qui sont des procédures trop rapides, dans lesquelles l'avocat n'a pas le temps d'exercer son rôle, qui est la défense des prévenus et de la défense aussi de l'état de droit. Certes, mais Marie-Aimée Peyron, est-ce que vous avez le même avis, j'allais dire, que le candidat Olivier Cousy? Parce que je rappelle que vous participez non pas à un concours, c'est une élection avec quelques 30 000 avocats parisiens qui vont choisir à la fois vos deux personnalités, deux parcours également, et puis deux projets, deux visions peut-être aussi de la justice. Est-ce que vous partagez ce que dit Olivier Cousy, ce regard critique sur l'état d'urgence que beaucoup de Français acceptent aujourd'hui? D'ailleurs, on se pose peu de questions, même si ça reste pour certains un sujet sensible. Oui, tout à fait. Mais je partage effectivement l'avis d'Olivier Cousy. L'état de droit, l'état d'urgence ne pourrait valablement se poursuivre ad vitam aeternam. Pourquoi? Nous avons des élections présidentielles prochainement. Nous ne sommes pas à l'abri d'être un jour entre les mains d'un État totalitaire et par conséquent, il convient impérativement de veiller à ce que cet état d'urgence, qui manifestement sur des droits fondamentaux que ne sont plus respectés, ne peut valablement se poursuivre. D'autant que, malheureusement, celui-ci a démontré qu'il n'empêche pas, et c'est malheureusement l'attentat de Nice qui l'a démontré. Oui, mais il y a eu beaucoup d'attentats évités aussi. Mais ça, c'est peut-être une question plus sur, j'allais dire, la police antiterroriste. Mais vous avez la même position sur ce sujet-là. Vous mettez en avant, et c'est tout à fait légitime, Olivier Cousy, eh bien, le besoin, ce que vous dites, c'est-à-dire les droits fondamentaux, mais les Français vont vous opposer le besoin et le droit à la sécurité. Est-ce que dans ces moments-là, le besoin et le droit à la sécurité n'est pas plus important que les droits fondamentaux? Est-ce que ce n'est pas le premier des droits fondamentaux? Le droit à la sécurité, je ne sais pas si c'est le premier des droits fondamentaux. En tout cas, ce n'est pas à l'avocat d'organiser la sécurité du pays. L'avocat, dans l'élection qui se présente avec nous, avec Nathalie Roret, qui est candidate pour le vice-bâtonnat, répond à des enjeux qui sont des enjeux de la profession, des enjeux importants en termes de précarité. Et nous avons un programme pour permettre une assurance de perte de collaboration pour les collaborateurs qui seraient dans cette situation précaire. En termes de trésorerie et de gestion de nos cabinets, et le recouvrement des honoraires est un sujet important. Et puis, il y a l'organisation et le fonctionnement de l'ordre. Je voulais saluer et remercier les 2600
36 confrères qui m'ont accordé leur confiance, mais je voudrais surtout insister sur plus de 5500 électeurs, confrères, qui se sont placés dans un vote de contestation. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on les comprenne. Ce vote de contestation, il correspond à une impression d'entre-soi. Cette impression d'entre-soi, elle doit être aujourd'hui considérée et nous avons le devoir de rassembler. Bien sûr, vous allez rassembler, alors, comme toute élection, après le second tour qui aura lieu jeudi 1er décembre. En attendant, Marie-Aimée Peyron, on va parler plus largement de la justice de demain, la justice aussi dans la perspective de la présidentielle. Si vous deviez définir les fondamentaux, si vous deviez résumer ce qu'il faut pour que la justice soit plus proche des citoyens, c'est l'un des thèmes que l'on retrouve dans tous les débats présidentiels ou de campagne. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on se sente aujourd'hui avec une justice plus humaine, tout simplement? Je dirais que le premier souci de la justice, il est avant tout financier et d'avoir un budget qui soit correct. Nous n'avons malheureusement qu'un budget qui est à hauteur de celui de la Moldavie, dans une Europe et où une justice doit être forte et proche de ses citoyens. Il appartient véritablement de donner les moyens à la justice, de donner les moyens aux magistrats, de donner les moyens aux avocats, de façon à être beaucoup plus proche du citoyen et surtout mieux communiquer avec le citoyen. Olivier Cousy, est-ce que ce n'est qu'une question de moyens financiers? Par exemple, pourquoi est-ce que de plus en plus de Français aujourd'hui se passent de vos services et vont sur les plateformes juridiques pour avoir des conseils, par exemple? La manière. C'est pas une profonde remise en cause. Si, la manière dont l'économie numérique arrive et propose des services qui sont des services en ligne nous interpelle et nous pousse à nous moderniser, nous pousse à nous former. Et là encore, dans notre projet avec Nathalie Roret, nous souhaitons que l'avocat devienne un avocat connecté, qu'il ait entre les mains un kit de l'avocat connecté qui lui permette d'utiliser les outils de la technologie, mais avec un barreau et un bâtonnier qui sera intransigeant sur une ligne rouge à ne pas dépasser, qui est le conseil juridique qui doit être réservé aux professions réglementées et pour ce qui nous concerne, aux avocats. Même question, Marie-Aimée Peyron, est-ce que ça vous inquiète justement c'est presque devenu, c'est pas une habitude, mais en tous les cas, il y a de plus en plus il est vrai, de citoyens, de Français, de justiciables qui se tournent vers cet avocat numérique, si on peut l'appeler ainsi. Bien sûr, mais c'est une excellente chose et je dirais qu'il appartient aux avocats de saisir ce virage du numérique et du développement numérique. Ils s'en inquiètent, les avocats? Ils s'en inquiètent, mais parce qu'il nous appartient de les accompagner. Nous avons dans notre programme la création d'un lab à l'école de formation du barreau, l'incubateur du barreau de Paris, d'aider les avocats à créer leur plateforme numérique. Le Conseil national des barreaux en a déjà mis une en place. En revanche, nous devons veiller à ce que derrière ces plateformes numériques, ce soit les avocats, puisqu'il s'agit de prestations de conseil. Seul l'avocat est assuré à les règles déontologiques et surtout de responsabilité civile professionnelle. Ce qui n'est pas le cas de certaines plateformes numériques qui sont actuellement en ligne, qui font croire qu'on appelle un avocat, alors qu'en définitive, il ne s'agit que d'un numéro surtaxé. Nous appelons ça bien sûr. De l'escroquerie et des braconniers du droit qu'il appartient de poursuivre. Alors, il y a aussi le sujet fondamental, votre regard sur les juges. Olivier Cousy, il y a, je crois, 4 fois moins, dites-moi si je me trompe, de juges en France par rapport aux autres pays européens. Est-ce qu'il faudrait en recruter davantage? Et si oui, comment mieux les recruter? Ou différemment, peut-être? Ce qui nous préoccupe, c'est surtout la distance qu'il y a entre les magistrats et les personnes qu'ils jugent. Les magistrats sont formés dans une école, l'ENM, ils sont assez peu nombreux. Le nombre de juges augmente, mais ce qui nous préoccupe, c'est la distance permanente qu'il y a entre la justice, le citoyen et les avocats. Donc, dans notre travail, nous avons pu rencontrer des magistrats avec lesquels nous avons échangé pour que justement cette justice présente une manière de juger, ou en tout cas de compréhension par le public plus simple, avec un travail de formation commune entre les avocats et les magistrats, pour que l'organisation de la justice soit perçue, comprise et surtout acceptée par les citoyens. Et pour cela, Marie-Aimée Peyron, est-ce qu'il faut aller, je crois que ça existe dans d'autres pays, vers des recrutements extérieurs, c'est-à-dire faire appel à des avocats ou des juges, par exemple des tribunaux de commerce? Est-ce qu'on peut, piocher dans ce vivier-là? Nous avons d'excellents juges au tribunal de commerce qui sont parfaitement formés.
Je pense que la question des relations entre les avocats et les magistrats relève essentiellement de la communication et de, là aussi, avoir des rendez-vous hebdomadaires entre nos chefs du bâtonnier avec nos chefs de juridiction et puis, incontestablement, avec le directeur de l'ENM, M. Laurent, mettre en place des formations communes, auditeurs de justice, élèves avocats. Pourquoi? Parce que dès lors que nous sommes formés ensemble, nous nous connaissons mieux, nous avons déjà été ensemble sur les bancs de la faculté et il appartient de poursuivre encore et de façon à éviter une défiance qui est totalement inopportune. Ah, totalement. Oui. Vous êtes d'accord? C'est le mot que vous employez, défiance aujourd'hui, une part de défiance quand même. Je parlerais plutôt d'incompréhension. Une incompréhension simplement? Parce que les juges ne poursuivent pas le même objectif. Les juges poursuivent un objectif qui est tout à fait constitutionnel et institutionnel, de trouver une vérité judiciaire. Les avocats ne poursuivent pas le but de dire une vérité. Les avocats, ils défendent. Leur métier, c'est de défendre. Et lorsque les juges et les avocats sont de qualité, lorsque la défense et la recherche de la vérité sont de qualité, on arrive à un art de juger qui est tout à fait impressionnant. Lorsque les relations sont dégradées, lorsque le financement est dégradé, lorsque la place de l'avocat est contestée, lorsque son secret professionnel est attaqué en permanence, comme c'est le cas aujourd'hui, la justice devient dégradée et de mauvaise qualité. Eh bien, vous m'inspirez une question. Dans quelques instants, on va passer aux réformes que vous pourriez entreprendre si l'un de vous est élu bâtonnier de Paris. Et la question, Olivier Cousy, elle a trait à une actualité il n'y a pas si longtemps. Puis c'est une question parce que le bâtonnier de Paris a un rôle politique également. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode au cours duquel l'avocat de Nicolas Sarkozy a été mis sur écoute? On a vu que beaucoup d'avocats ont été choqués. Alors certains, des citoyens, disent que c'est peut-être injustifiable, intolérable qu'un avocat soit mis sur écoute. Et d'autres disent non, mais c'est une réaction corporatiste des avocats entre eux. Où est-ce que vous vous placez? Le secret, ce n'est pas le secret de l'avocat, c'est le secret du client. Le secret, c'est important pour un client d'avoir un confident. Et on a trop tendance à considérer que le secret cache des choses qui seraient malhonnêtes. Le secret, c'est votre droit. Vous avez une déontologie. Nous avons une déontologie. Le métier d'avocat, c'est cette déontologie. Depuis le XIIIe siècle, les avocats ont cette déontologie. S'il y a bien un métier qui est un métier de déontologie, de secret et de confiance, c'est le métier d'avocat. Une décision comme celle que vous citez vient porter atteinte à cette confiance publiquement dans des conditions qui sont aujourd'hui d'une restriction du secret professionnel de manière beaucoup trop précise. Même question, Marie-Aimée Perron, si ça devait se reproduire, vous défendriez les avocats en disant que c'est intolérable? Alors, de vous dire que la défense, ce n'est pas celle de l'avocat, c'est celle du justiciable, c'est celle du citoyen dans ses conversations téléphoniques avec un avocat. Qu'un avocat qui soit soupçonné d'avoir commis une infraction soit sur écoute n'a rien de choquant et nous ne le défendrons pas, au sens où nous ne l'interdirons pas. Nous le défendrons, mais nous ne l'interdirons pas dès lors qu'il a commis une infraction, ou il est soupçonné d'avoir commis une infraction. En revanche, de profiter d'une conversation téléphonique entre un client et son avocat pour ensuite venir utiliser les termes de cette conversation est inadmissible. Et d'ailleurs, avec Basile Adair, nous souhaitons mettre en place le système qui existe actuellement à New York, qui est que tous les numéros de téléphone des avocats sont recensés, sont enregistrés, et dès lors qu'un client appelle ou qu'un justiciable appelle son avocat, automatiquement, l'écoute cesse. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Je vais vous laisser tout simplement la parole en guise de conclusion. L'un de vous deux va succéder à Frédéric Sicard en tant que bâtonnier de Paris. Quel bâtonnier seriez-vous si vous deviez tracer votre profil? Olivier Cousy. D'abord, je serai un bâtonnier avec une vice-bâtonnière, Nathalie Roret, pour un projet qui est un projet collectif que nous avons élaboré ensemble, qui repose sur des réponses concrètes à des préoccupations des confrères. La première de préoccupation des confrères, c'est la transparence et les finances de l'ordre. Il y a par exemple cette situation qu'on appelle le bal du bâtonnier, auquel un certain nombre de personnes sont invitées et qui choque beaucoup dans la profession. Je crois que c'est normal que l'on donne des comptes, c'est normal que l'on justifie
l'utilisation de cet argent qui est l'argent de nos confrères. Le deuxième point, c'est le rassemblement, c'est la possibilité que nous avons, avocats, de porter une parole forte. Et le troisième point, c'est surtout que les avocats sont des professionnels libéraux, mais que les cabinets sont des entreprises. Et il faut donner à ces entreprises les moyens de se développer. Respectez le temps de parole. C'est à vous, Marie. Alors, nous, avec Basile Adair, nous souhaitons réunifier notre barreau qui est manifestement fracturé, comme le montre ce soir l'abstention et le vote de certains de nos confrères qui ont exprimé leur insatisfaction, voire leur défiance à l'égard de l'ordre. Dans cette période de bouleversement, Basile Adair, pénaliste, et moi-même, nous serons les défenseurs des défenseurs. Nous souhaitons également une voix unie pour toute notre profession, avec nos différentes institutions, avoir une profession qui soit forte, qui soit confraternelle. Nous souhaitons avoir un ordre qui soit exemplaire, économe et transparent. Eh bien voilà, oui, peut-être le dernier mot. Oh non, simplement que nous souhaitons tous ensemble être fiers d'être avocats. Eh bien voilà, voilà pour les deux profils, les deux candidats, les deux finalistes. Merci beaucoup, merci pour ce débat, cette confrontation si on peut dire. Donc le second tour aura lieu jeudi 1er décembre. Ce sont quelques 30 000 avocats parisiens qui sont appelés à élire l'un d'entre vous, monsieur le bâtonnier ou madame le bâtonnier. Nous le serons en tous les cas. Cette personnalité entrera en fonction à partir du 1er janvier 2018. Merci encore pour ce débat. On arrive à la fin de cette émission. Comme tous les mardis à suivre, ce sont les moments choisis de l'émission L'épreuve de vérité. Et l'invité de Michel Grossière ce soir, c'est Jacques Attali. Je vous retrouve demain avec plaisir.